Et ça, en France, et c'est une des raisons pour lesquelles on savait que la France, ça serait aussi temporaire, c'est que ça a vraiment été difficile parce que nous, entre-temps, on a eu un enfant, entre-temps, on a pas mal lu, on a lu des choses qui résonnaient en nous. Enfin, moi, perso, j'avais aucune idée que j'allais, ce que c'était une éducation positive et bienveillante. Je pensais pas que c'était quelque chose dans lequel je me retrouverais. Et finalement, c'est devenu un peu une évidence. Et nous, c'est comme ça qu'on élève notre fils depuis qu'il est petit. Quand on était à Barcelone, c'était quelque chose d'assez évident parce que on vivait dans un environnement où les gens avaient un peu plus notre âge, étaient un peu plus vieux, avaient fait des études, avaient un peu plus cette sensibilité-là aussi. Dans le système public des crèches, on est vraiment sur quelque chose de un peu plus à l'écoute des enfants, le maternage, la motricité libre, tout ce genre de trucs. Les pédiatres, le service de santé public sont aussi vachement là-dedans. Donc nous, on évolue naturellement entre ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on découvre dans la vie à Barcelone, nous, ce qu'on lit, ce qu'on a envie de faire et ce qui en fait s'impose un peu naturellement avec notre enfant. On évolue dans ça. Et puis là, on rentre en France et là, c'est pas facile. Pour Nelly Jacques, les États-Unis, c'est avant toute chose une terre d'évasion, de voyage et de découverte. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a découvert ce territoire qui fait rêver tant d'explorateurs dans le monde, en partant avec son mari à la découverte de la Caroline du Nord pour quelques années. Alors commence une exploration du pays en profondeur, mais aussi une passion. Elle le dit elle-même, elle imaginait bien que les États-Unis, ça devait être chouette, puisqu'il y avait plein de gens qui y partaient en voyage, mais elle ne réalisait pas du tout ce qu'elle allait y trouver en termes de paysages ou encore de nature sauvage. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Nelly a commencé à bloguer et à raconter ses découvertes pour des guides de voyage. Quelques années plus tard, alors que cette expérience touche à sa fin, les amoureux décident de se rapprocher de leur famille et s'installent à Barcelone, en Espagne. C'est aussi là qu'ils deviennent parents pour la première fois. Finalement, après 4 ans passés sur place, des débuts pas évidents et un choc culturel inversé assez marqué, l'appel des États-Unis revient à Nelly et sa famille. Et cette fois pour de nouvelles raisons. Les États-Unis, oui. Pourquoi ? Pour leur fils. Ils décident alors de rentrer en France afin de préparer ce nouveau départ. Et c'est à ce moment-là que cet épisode et la conversation que j'ai eue avec Nelly a eu lieu. Avant que je ne vous laisse découvrir cet épisode, je tiens à vous préciser qu'il y a un deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui. En fait, une fois que le premier entretien a été réalisé avec Nelly, on a décidé d'échanger par note vocale interposée afin de documenter le changement de vie dans lequel elle et sa famille s'embarquaient. Cet état de transition, c'est ce que je vous propose donc de découvrir dans le deuxième épisode qui est d'ores et déjà en ligne. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir mon travail et celui de toute la rédaction de French Morning, n'hésitez pas à vous abonner sur notre site. Allez, c'est parti. Moi, c'est Nelly, donc j'ai 35 ans. Je suis en France pour le moment. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Espagne, enfin plus précisément à Barcelone, et je m'apprête à repartir vivre aux États-Unis. Au milieu de tout ça, j'ai eu un bébé il y a 2 ans qui s'appelle Oliver, et j'ai un mari qui s'appelle Nathan, qui est chercheur et qui nous amène dans différents pays, qui nous a fait découvrir l'expatriation il y a plus de 7 ans maintenant, 8 ans, et voilà, et moi je me réinvente un peu à chaque fois dans ces différentes aventures, et dans la vie j'organise des voyages aux États-Unis. Alors, on va revenir sur tout ça en détail. Il y a 7-8 ans, du coup, donc vous vous apprêtiez à partir, seulement à 2, du coup, aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais recontextualiser un peu tout ça, en fait ? À quoi ressemblait votre vie avant de traverser l'Atlantique ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Où est-ce que vous viviez ? Est-ce que vous aviez même des envies de voyage à 2, de vie à l'étranger ? Donc, c'était en 2015. On habitait à Marseille. Moi, j'étais attachée de presse dans le tourisme. Je travaillais pour l'office de tourisme des Bouches-du-Rhône.
J'aimais bien mon boulot, c'était un CDD, et j'avais toujours eu envie de partir vivre à l'étranger. Et mon mari terminait sa thèse, et comme beaucoup de chercheurs, on lui a proposé ce qu'on appelle un postdoc, qui est un poste temporaire après la thèse, après le doctorat, et comme souvent à l'étranger. Et donc il a eu l'opportunité de venir à Duke pour travailler à Duke University, qui se trouve donc à Durham en Caroline du Nord. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi à ce moment-là de ma vie, j'avais un CDD, mais j'avais pas vraiment d'attache professionnelle vraiment définitive, et j'avais toujours eu envie de vivre à l'étranger. Pour lui, c'était une évidence pour son travail. Donc on s'est pas posé 20 000 questions. Effectivement, on n'était que deux à l'époque. Donc ça a été une évidence, ça s'est fait assez facilement. On l'a su des mois à l'avance, donc on a eu le temps de se marier, hein, parce que clairement il fallait qu'on soit mariés pour que moi je puisse venir avec lui. Alors c'est pas marié que pour, attention, hein, je précise. Vous étiez ensemble depuis longtemps à ce moment-là? Oui, on était ensemble depuis déjà 6-7 ans, donc oui, donc de toute façon c'est quelque chose qu'on aurait sûrement fait, simplement évidemment ça a été précipité avec voilà. Et l'immigration. Voilà, tout à fait. Donc on a eu le temps, voilà, quand même de voir venir. On s'est mariés, on a fait évidemment les visas, et puis voilà, on a préparé nos valises, on a envoyé quelques autres kilos en plus par avion, et on a débarqué aux États-Unis pour la première fois, donc en 2015. Moi, j'ai toujours eu envie, voilà, quand j'étais étudiante, je l'ai pas fait parce que je suis devenue présidente d'une association, donc j'avais des responsabilités, donc partir en Erasmus, c'était plutôt, enfin, voilà, ça me demandait de faire des choix. Donc je l'ai pas fait, mais j'ai toujours eu envie de partir en Erasmus, j'ai toujours eu envie de partir à un moment donné ou un autre. Ensemble, oui, on s'était dit à un moment donné, tiens, on partirait bien à la Nouvelle-Zélande. Bon, voilà, c'était des rêves un peu innocents de tout début de rencontre, mais oui. Et puis, on savait que, après sa thèse, on savait que ça arriverait très certainement. Donc oui, c'était une éventualité qui a toujours été là, et avec laquelle on était OK, même enthousiaste à cette idée. Est-ce que tu connaissais déjà les États-Unis avant de partir? Alors les États-Unis, ça paraît très vague dit comme ça, c'est quand même un pays continent. Mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Français ou d'autres nationalités d'ailleurs qui viennent aux États-Unis, par exemple passer une semaine à New York. Mais New York n'est pas forcément représentatif, n'est même carrément pas représentatif du reste du pays. En Caroline, j'imagine que c'est très différent, j'y suis jamais allée. Comment est-ce que vous êtes préparés du coup en fait à cette nouvelle vie à l'étranger? Non, j'avais jamais mis les pieds aux États-Unis. La Caroline du Nord, je situais pas du tout sur une carte. Je situais d'ailleurs pas grand-chose sur une carte. Donc non, moi les États-Unis, c'était comme tout le monde, hein, c'était la culture des films, mais j'étais vraiment novice. J'avais aucune idée de ce qu'on allait trouver. On a d'abord fait un voyage dans l'Ouest, donc on a passé deux, trois semaines à l'Ouest, et là ça a été la première. Premier gros coup de cœur, quoi, les premières émotions fortes quand on a découvert la nature vraiment sauvage des États-Unis. Moi, les États-Unis, j'avais pas du tout ça comme image. Je me doutais bien qu'il y avait des choses jolies à voir. En fait, on est arrivé directement dans l'Ouest. On avait fait envoyer nos affaires à l'Est, enfin en Caroline du Nord. Et nous, pendant ce temps, on a un peu voyagé. Donc, on a une première mise en situation, une première découverte qui a été vraiment qui n'a vraiment permis, enfin voilà, premier coup de cœur, première émotion forte. Moi, les États-Unis, j'imaginais que ça devait forcément être beau puisqu'il y a tant de gens qui allaient visiter, mais j'avais pas du tout idée de ce que j'allais trouver, enfin en termes de paysage, de nature sauvage. Premier parc national, un quart d'heure après on voit un ours. Donc voilà, pour un Français qui débarque, qui a vu des animaux sauvages quasiment que dans les zoos, j'exagère un peu le trait, mais bon, c'est quand même un choc. Et puis là, on passe des montagnes de la Sierra Nevada au désert de la vallée de la mort. On voit des canyons les plus fous les uns que les autres. On monte jusqu'au Yellowstone, et alors là, c'est la claque dingue. On voit des bisons, des grizzlies de loin, des antilopes. Voilà, donc en fait, moi, c'est déjà, il y a un truc qui se passe et je me découvre un rapport à la nature que je me
voilà, que je me connaissais pas forcément en France. Et il y a déjà un premier truc qui se passe. Voilà. Et puis après, changement de décor radical et on prend notre avion et là, on arrive en Caroline du Nord. Voilà, c'est l'été, climat subtropical, donc en Caroline du Nord. On sort de l'avion, on est happé par l'humidité, on n'arrive plus à respirer. De la forêt à perte de vue sur des milliers de kilomètres à la ronde. Donc changement de décor complet et là commence vraiment notre vraie aventure, voilà, d'expatriation. Mis à part la découverte des parcs nationaux, Nelly et Nathan, son mari, se lancent en fait dans une aventure aux États-Unis, dans une nouvelle vie, avec pour ambition de se laisser un peu porter par la vie. Son mari est là donc pour un contrat à l'université, il a un contrat d'1 an renouvelable, ils sont très flexibles et ont juste une énorme soif d'apprendre et de découvrir. Alors les premiers jours autour de Duke, ça ressemble à quoi ? Eh ben, c'est assez fou parce que nous, quand on part, on a plein de copains, on fait souvent la fête avec nos copains et puis on se dit, on va arriver, on va tout recommencer à zéro, on n'aura personne, on n'aura pas la famille à côté pour nous aider, on n'aura plus nos copains, on s'imagine une vie un peu solitaire au début en tout cas. Et en fait, c'est tout le contraire. Moi, je trouve une blogueuse qui parle de Durham, je la contacte, on a quelques échanges. De là, elle me met en relation avec une personne qui loue sa maison. Donc grâce à elle, on trouve déjà notre maison. On arrive, on a déjà loué notre maison. On a déjà voilà. Cette personne qui était jusqu'à présent une inconnue nous vient nous chercher à l'aéroport, nous accueille. Donc là, on a déjà grand luxe. Ouais, donc là c'est génial. On a déjà l'impression d'être attendus. Elle nous conduit à notre agence de location. On va louer notre voiture. Elle nous introduit à d'autres Français qui vont devenir nos super potes pendant 2 ans. Donc voilà. Donc cette personne évidemment c'est devenu une amie depuis. Mais en fait on arrive et on est déjà intégrés. Quelques jours après notre arrivée, on fait notre premier barbecue avec ses copains français sous leur véranda. C'est l'été, il y a plein d'événements, des projections de cinéma en plein air, les barbecues au lac, les dimanches à la rivière, plein de concerts en plein air. On a des copains, donc en fait, voilà, c'est assez magique et on s'imaginait pas du tout. Donc que du positif en fait. Vous êtes conquis. Ouais, on est conquis. Mon mari commence du coup son boulot à l'université. Son job, la raison pour laquelle la raison pour laquelle on est là quand même. Et là, c'est un peu le cadre de rêve, hein. C'est Duke University. C'est une université assez connue. C'est une des meilleures universités. Enfin, voilà, elle est pas dans le top de la Ivy League, mais c'est une très bonne université aux États-Unis. Et c'est ce genre d'université tout en pierre avec de la pelouse toute verte parce que en Caroline du Nord il pleut beaucoup, donc c'est très vert. Au milieu de la forêt avec les petits écureuils qui sautent de branche en branche. Donc il y a un cadre un peu comme ça déjà un peu. C'est l'université dans les personnes de ma génération qui comme moi étaient fans de Dawson. C'est l'université qui a servi de cadre pour qui était l'université où Joey faisait ses études. Voilà pour donner une idée. Donc voilà, il y a ce cadre de travail pour lui qui est sympa. On évolue voilà dans un cadre de vie qui est vraiment chouette. On a une maison avec 3 chambres, un grand jardin à l'orée de la forêt. Voilà, notre famille vient nous rendre visite assez vite. Donc moi du coup je voyage pas mal avec eux, donc je continue à découvrir. Donc on a des premiers mois qui sont vraiment vraiment très très chouettes. Et moi à ce moment-là, mon visa me permet de travailler, mais il faut que je fasse ma demande d'autorisation qui prend plusieurs mois, qui prend à peu près 3-4 mois. Donc j'ai cette période un peu de transition où je voyage, où je découvre un peu la vie locale, je fais un peu de bénévolat, je fais un peu des cours de français. Et puis j'avais un projet depuis longtemps de créer un blog et du coup je me dis c'est le moment en fait. Donc je crée mon blog qui s'appelle Travels and Me, dans lequel je raconte un peu mes voyages, je raconte la vie là-bas.
Et bah, finalement, ça devient un peu mon job à plein temps tant que j'ai pas mon autorisation de travail. Donc c'est chouette, ça me permet de pas avoir quand je suis partie, on se moquait beaucoup de moi en me demandant si j'allais devenir femme au foyer, faire des enfants, élever mes enfants. On se moquait de toi, Voilà. carrément? Non, gentiment, mais bon, il y avait toujours un peu cette petite blague, quoi. Tu vas suivre ton mari, donc forcément, hein, ça paraît toujours un peu. Voilà, donc moi du coup finalement non, je m'épanouis en fait dans ce travail-là enfin dans ce travail, oui, dans cette passion-là. Et puis finalement mon autorisation de travail arrive et assez rapidement je fais des petits jobs sans trop me prendre la tête. Je travaille dans une crèche locale. Je me dis que ça va me permettre de vraiment voilà, aller à la rencontre des gens, de découvrir un peu le milieu du travail là-bas. Rien à voir. Je travaille aussi pour des domaines de vin français. Je les représente sur place et j'essaie de les aider, voilà, à vendre leur vin sur place. Donc ça me permet encore une fois de pas mal voyager parce que du coup je fais assez régulièrement des salons aux quatre coins du pays pour les représenter sur ces salons. Mais tu t'y connaissais en vin avant de partir ou? Un petit peu, un petit peu. Alors déjà, je viens de la vallée des Côtes-du-Rhône. Donc Ouais. forcément, en tant que natif de là, je connais. Non, je plaisante. Mais bon, voilà. Mais surtout, j'avais travaillé en fait à l'interprofession des Côtes-du-Rhône pendant quelques mois sur une mission d'événementiel, donc pas purement sur voilà dans le vin. Mais oui, évidemment, du coup, je connaissais en tout cas pas mal les Côtes-du-Rhône et du coup, par extension quand même un peu le monde du vin. Mais finalement, ça a été quelque chose d'assez transitoire parce que ça a pas marché. C'est un milieu qui est très très dur, très très fermé, très très réglementé. Et finalement, entre-temps, et puis bon, tant mieux, les choses se sont bien faites. Entre-temps, j'ai eu envie en fait d'essayer de mettre en place ce projet qui me faisait rêver. Comme beaucoup de personnes, c'est pas un rêve qui est très original. J'ai toujours rêvé d'écrire des guides de voyage. Voilà, d'être payée pour voyager. Et du coup, moi, j'ai fait des études dans la communication, les médias. J'avais déjà une expérience dans la presse, dans le journalisme. Et quand j'étais attachée de presse, moi, je faisais le contraire. En fait, j'accueillais des auteurs de guides de voyage, des journalistes. Je leur faisais visiter les Bouches-du-Rhône. Et donc, ça m'arrivait de travailler avec des guides de voyage et de les aider à réactualiser parfois les guides. Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'essayer en fait d'être là, j'ai envie d'essayer sur les États-Unis. Du coup, je me suis lancée, j'ai contacté, il y en a pas 20 000, hein, quelques éditeurs français, j'ai envoyé 4-5 mails et au bout de quelques temps, j'ai reçu une réponse du Petit Futé qui avait lu mon CV, qui avait lu mon blog, qui avait bien accroché et qui du coup cherchait un auteur et avait envie de travailler avec moi. Donc là, c'était Génial! ouais, Trop voilà. bien. Du coup, là, c'était un Le peu rêve, quoi. le rêve, ouais, Alors attention, hein, c'est pas voilà, il y a il y a quand même des compromis à faire. C'est pas que du rêve ce métier-là. Mais Oui, oui. c'est quand même du boulot, on est Ouais, bien c'est du d'accord. boulot, c'est pas bien payé, c'est voilà. Mais le rêve, parce que moi, je me suis découvert vraiment une passion pour la nature que j'ai découvert pour les grands espaces américains. Et puis j'avais l'opportunité de réaliser un peu ce rêve de gosse et de devenir autrice de voyage et d'être payée pour faire ça. Voilà, donc j'ai commencé du coup à faire ça, à partir en ce qu'on appelle des voyages d'enquête et au volant de ma petite voiture à sillonner le pays pour découvrir des bons plans, des bonnes adresses. Trop bien, les noms, ça donne envie, hein. Tu fait quoi alors du coup comme destination? Alors j'ai commencé par la Californie et puis assez rapidement ils m'ont proposé un projet qui était assez fou. Et moi j'aime bien les projets assez fous. Je marche souvent comme ça dans ma vie professionnelle. Au plus les challenges sont fous et réalistes et moi au plus je fonce la tête basse. Ils m'ont proposé d'écrire carrément un guide. En fait, quand on est auteur de guide de voyage, normalement on réactualise un guide qui existe déjà dans la plupart des cas. Et là, ils voulaient créer un guide sur les Rocheuses qui n'existait pas. Et ils m'ont proposé, donc moi je connaissais déjà le Colorado, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le Colorado. Et donc j'ai accepté ce projet. Tu as très bon goût. Ouais, j'ai bon goût, hein, je Ah pense, bah hein, oui. ça te parle. Bah bravo en tout cas, c'est vraiment super. En fait, c'est un peu
le job de tes rêves, en tout cas ce que tu convoitais, ce que tu t'étais mis comme Ouais. objectif et tu l'atteins finalement en seulement quelques années. Bravo, c'est génial. Ouais, et puis ce challenge en fait, enfin ce projet, il m'a un peu transformée moi en tant que personne parce que déjà les voyages d'enquête c'est quand même assez formateur. On se retrouve tout seul, à beaucoup rouler. C'est quelque chose d'assez solitaire, même si on rencontre beaucoup de gens. C'est quand même quelque chose d'assez solitaire. C'est beaucoup de travail, beaucoup de routes. C'est des expériences un peu waouh, mais qu'on partage tout seul. Donc déjà moi ça m'a appris beaucoup de choses quand même sur moi. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Mais ce voyage dans les Rocheuses, à sillonner le Wyoming, le Dakota du Sud, le Colorado, je me suis retrouvée dans des régions hyper reculées, dans des films qui semblaient tout droit sortis d'un film, à rencontrer des locaux que j'aurais jamais imaginé rencontrer dans ma vie, moi, de tous les jours. Et du coup, là, je me suis dit, mais je vis des choses vraiment précieuses, quoi. Et ça m'a vraiment, je pense, ça m'a vraiment transformée. Et puis après, après voilà, il y a eu la suite, hein, le vrai challenge qui était d'écrire ce guide. J'avais 3-4 mois pour écrire, je sais plus, c'était 267 pages. Donc là, en fait, j'ai passé 3-4 mois à ne plus avoir de vie, littéralement. Ouais, à faire que ça. Ouais, à faire que ça, presque nuit et jour. En fait, je travaillais souvent jusqu'à 4 heures du matin, 7 jours sur 7. Voilà, il me fallait voilà jusqu'à ce que ça sorte. C'était un vrai challenge. Ça n'a pas été toujours facile, mais bon, moi ça me passionnait. J'étais hyper enthousiaste à faire ça, même si c'était pas toujours facile. Et puis ce guide a fini par sortir, et ça a été, je pense, le plus gros, le projet le plus fou, je pense, un des projets les plus fous de ma carrière. Et voilà, puis après j'ai continué, du coup j'ai dévié, mais du coup la question c'était que du coup j'ai fait la Californie comme destination, j'ai donc écrit le guide des Rocheuses. J'ai aussi écrit, réactualisé un guide sur le Sud, le Tennessee. Il y en a eu d'autres dont je me rappelle plus, mais du coup ça m'a permis de beaucoup voyager et de vraiment très bien connaître ces régions. Et après, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, mais moi, j'adore faire ça. Mais ce que j'adore aussi, c'est partager. En fait, c'est en discuter avec les gens. Je me rendais compte que j'adorais conseiller les gens qui venaient, les proches. Et je me suis dit, peut-être en profiter, en fait, de cette expérience, de cette expertise. Et comme aux États-Unis, c'est quand même assez simple de créer une activité. Moi, mon visa me le permettait. Et donc, du coup, je me suis lancée et j'ai créé mon activité. J'ai créé Travel with Me US. Et du coup, depuis, j'organise des voyages sur mesure aux États-Unis. Donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle un travel planner? Ouais, c'est ça qu'on appelle un travel planner. Ouais, enfin ouais, moi moi je fais aussi un peu du coaching parce que je peux aussi juste guider les gens sur une seule, par exemple, session de visio ou sur une problématique précise, et je peux aussi leur faire du travel planning, organiser leur voyage sur mesure. Alors un travel planner en général, il est pas forcément spécialisé sur une destination. Moi je fais que les États-Unis parce que c'est ce que je connais très bien, que j'ai pas envie de me disperser, et c'est là où j'ai vraiment une plus-value, et voilà. Donc vous l'aurez compris, côté professionnel, on peut dire que tout roule pour Nelly, ça va bien et en plus elle réalise certains de ses rêves. Malgré tout, il y a d'autres aspects de leur vie, à elle et Nathan, aux États-Unis, qui sont un peu plus compliqués, et au bout de quelques années, ils prennent la décision de rentrer en Europe. C'est vrai que tout roule, franchement, niveau pro, niveau perso aussi. On est hyper bien intégré dans la communauté française. On explore, on découvre plein de choses. On apprécie vraiment notre cadre de vie. Mais à un moment donné, on est quand même rattrapé par plusieurs choses. Déjà, les États-Unis, ça coûte cher. Moi, j'ai fait des choix professionnels qui font que je m'éclate, mais que je gagne pas non plus des milliers et des cents. Donc, on est OK, mais on n'est pas non plus hyper confortable financièrement. On roule pas sur l'or, on doit faire des choix, comme tout le monde. Mais bon, la vie aux États-Unis, ça coûte cher. Rentrer voir la famille, ça peut coûter un bras selon les périodes. Donc voilà, déjà, financièrement, on n'est pas hyper à l'aise. Et puis surtout, on est dans une situation
précaire parce qu'on a ce visa qu'on peut renouveler 5 ans. À partir de 5 ans, si tant est que le boss de mon mari a encore les financements et veut encore le prolonger, là on se retrouve à devoir changer de visa. On se retrouve à devoir passer avec un visa H1 pour lui et H1B pour lui et H4 pour moi. Et moi là, ça veut dire plus pouvoir travailler. Et du coup, pour moi, c'est plus possible parce que l'idée d'avoir construit tout ça, c'est de pouvoir voilà. Et là, on se dit que c'est plus possible. Donc, on sait un peu que notre temps, il est compté. Alors après, on aurait pu faire d'autres choix, lancer des démarches peut-être de carte verte, mais bon, à l'époque, on est là quand même que depuis 4 ans, donc bon, c'est aussi un budget, c'est très long. Donc, on se dit que il va falloir commencer à penser à la suite. Et un jour, mon mari m'appelle et il me dit, il était en déplacement et il me dit, tu penses quoi de Barcelone? Alors je dis, Barcelone, moi j'adore, les palmiers, la paella. Tu es déjà allée? J'adore. Ouais. On a un appartement de famille en Catalogne qui est à peut-être 1h30 de Barcelone, donc je connaissais déjà quand même la Costa Brava. Mais donc je lui dis, mais pour tu vas en déplacement, je viens avec toi. Et il me dit non pour y vivre. Alors moi je me dis cool à moyen terme, ouais génial, trop bien, on va retourner proche de nos familles. Barcelone, ça a l'air vraiment cool quand même, mais je m'imagine pas pour le moment tout quitter et puis quitter aussi tout ce que j'avais construit professionnellement. Mais bon voilà, il y a cette opportunité de boulot qui est là. C'est pour maintenant. Elle va pas nous attendre. C'est un CDI, donc c'est quand même une sécurité. Et puis donc la plus perspective de stabilité aussi. Ouais. Et la perspective de se rapprocher de nos familles, évidemment. Donc, on se pose pas trop de questions, on y va. Moi, je regarde pas trop, je regarde pas trop ce que je laisse derrière moi, et puis on y va, quoi. On fonce et voilà. Il y a une réaction dont on n'a pas encore parlé. J'imagine que vos familles, en fait aussi, vos proches doivent être super contents, en fait, que, ok, vous rentrez pas en France, mais vous vous rapprochez quand même significativement. Le fait de pouvoir rentrer en France en voiture, après ce qu'on a vécu pendant la pandémie, par exemple, c'est quand même sacrément précieux. Ouais, c'est sûr que quand on l'a annoncé à tout le monde, c'était évidemment les réjouissances, c'était joie, évidemment. Oui, pour nous, c'était génial aussi de se dire qu'on était à 5 heures de nos proches. C'était vraiment chouette. Donc au début, c'est chouette. On retrouve tout ce qui nous a manqué en Europe. On profite à fond. Mais en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'on est un peu en décalage avec ce qu'on a envie et ce qu'on trouve. Nous, voilà, on avait un cadre de vie qui était vraiment super. On avait la nature avait pris une place importante dans notre vie, et ça, évidemment, on le retrouve plus du tout. Barcelone, c'est une ville qui est quand même vraiment très très grande. Donc pour sortir, pour s'en évader, c'est pas facile. Donc le week-end, on pouvait pas trop aller randonner, prendre l'air. Donc il y a ça, on se retrouve dans un petit appartement, pas très lumineux. Donc voilà, il y a ça qui commence déjà un peu, et puis on n'arrive pas à s'intégrer en fait. Assez difficilement, parce que du coup les Catalans, c'est très dur. La communauté de Français, il y a tellement de Français à Barcelone qu'il n'y a pas du tout le même esprit, la même solidarité, la même tout simplement camaraderie. Puis trouver tous ces Français, ils sont il y a moins de c'est moins soudé. En fait, je crois qu'un truc que nous décrit Nelly, c'est ce qu'on appelle le reverse culture shock, le choc culturel inversé. Ça fait 4 ans qu'ils sont partis de France, d'Europe. Alors ok, ils sont pas revenus en France. Mais bon, entre certains pays d'Europe, pas pour tout, mais il y a quand même de grandes similitudes dans le quotidien. Ou en tout cas, il y a surtout de grandes différences avec ce qu'ils ont quitté aux États-Unis. Après 4 ans, finalement, on a le temps d'assimiler des codes avec lesquels on n'a pas grandi et qui font désormais partie de notre vie. En fait, au début, c'est ce que je disais tout le temps, et j'avais oublié ça. Maintenant que tu me poses la question, c'est qu'en fait, je disais, faut que tout je réapprenne. C'est-à-dire que moi, je suis passée d'une vie assez urbaine à Marseille, à une vie très nature où on prend la voiture pour tout, où le centre-ville n'existe pas forcément. J'ai donc dû revoir
tous mes codes, tout mon mode de vie. Et puis là, en fait, il fallait refaire le chemin à l'envers. Et c'était bizarre. Et en plus, moi, je me retrouvais un peu dans un truc un peu plus comme si je revenais en arrière, un peu ado, dans un appartement, alors qu'avant, j'avais une grande maison, dans une vie un peu plus. Donc, ouais, il y avait ce décalage-là. Et puis, concrètement, après, je pense que c'est aussi la barrière de la langue qui nous a vraiment embêtés. Oui, ni l'un ni l'autre, vous parliez espagnol ? Donc, mon mari, non, on n'a jamais, même après 4 ans de vie à Barcelone, n'a jamais vraiment appris l'espagnol. Il n'en avait pas du tout besoin. Il travaille toujours en anglais dans son boulot. Donc voilà. Moi, ça va, je me débrouille. Mais en fait, l'espagnol, c'est gentil, mais c'est pas la langue, en fait, de là-bas. Donc ça sert pour la nécessité, ça se fait pour se faire comprendre, mais c'est pas la langue de tous les jours, c'est pas la langue que parlent les gens dans le bus, dans les commerces, c'est pas la langue des événements, et c'est difficile de s'intégrer quand on parle pas le catalan. Et du coup, ça a été. Et puis bon, après évidemment est arrivé le Covid. Enfin voilà, il y a aussi tout un enchaînement évidemment le contexte a aussi beaucoup joué. Il y a le Covid. Ensuite, moi, je suis tombée enceinte, on a une autre fils. Donc tout ça a fait qu'on était encore plus en décalage avec la vie qu'on avait et ce qu'on avait envie pour nous, pour notre fils. Et on s'est dit, faut qu'on trouve autre chose. À ce moment-là, j'ai envie de dire, on sait pas trop. On se dit que mon mari il fait quand même quelque chose qui est assez, qui est très spécialisé, donc on sait qu'il peut pas le faire partout. Moi, j'ai la chance du coup de pouvoir travailler à distance. Du moment que je garde un peu de rapport avec les États-Unis, avec le terrain, je peux le faire de n'importe où. Donc c'est un peu lui qui prime. Et on se dit non, en fait, on va essayer de voir lui où il peut trouver un poste. Puis après, on a des contraintes. On se dit qu'on veut que ça soit dans un pays où cette fois-ci soit francophone, soit anglophone, où on parle bien la langue. Idéalement, c'est sûr, pas loin de nos familles, c'est le mieux, mais on se dit, de toute façon, voilà, on n'est pas trop en mesure de choisir ce qu'on veut. Il fait des recherches, mais bon, voilà, période post-Covid, trouver un poste, c'est pas facile. On a un nouveau-né, donc le temps, c'est une denrée rare. Donc finalement, il y a rien qui bouge, et c'est pesant, c'est dur, on a envie de déménager, mais on se dit qu'on va pas se réinvestir du temps, de l'énergie, de l'argent, alors qu'on veut partir, en fait, on le sait. Et puis finalement, il a la possibilité de travailler avec une boîte américaine pour faire du coaching. C'est pas un temps plein, c'est pour quelques mois. C'est bien payé et on se dit du coup ça peut être une porte de sortie. On verra après. Qui se passe, mais ça peut nous permettre d'avoir une sécurité pendant quelques mois. On sait qu'en France, on a une maison qui nous attend parce que ma grand-mère est décédée, il y a sa maison qui est vide en attendant d'être rénovée, d'être louée. On a cette sécurité de là, de se dire on a un pied-à-terre, pas de loyer, donc on réfléchit beaucoup, on se dit que c'est un peu fou, on n'a pas vraiment de sécurité de vision, mais en fait on n'en peut plus et on a besoin de partir. Moi au fond de moi j'ai une petite voix qui me dit ouais il faut faire ça et puis voilà. Donc le plan c'est ça, on part en France et on se dit on fait un break, on profite de nos familles pendant quelques mois et après on préparera l'après. Chaque chose en son temps, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive en France cet été, l'été 2022. Lorsqu'on a discuté avec Nelly en préparation de cet épisode, elle me racontait l'étape suivante, c'est-à-dire qu'après le retour en France, ils ont finalement décidé de rentrer de nouveau aux États-Unis. De rentrer ou de partir, c'est selon. Je ne vais pas vous spoiler, je vais la laisser vous expliquer. Mais vous allez voir qu'en fait, découvrir un pays sans enfants et découvrir un pays avec enfants, ça peut complètement changer notre vision finalement de la culture locale. Quand on était aux États-Unis, on n'avait pas trop d'avis sur la question. Ouais, en même temps, vous aviez pas d'enfants, donc vous aviez pas vraiment la nécessité de vous poser vraiment la question. Ouais, voilà, on se posait pas de questions, mais du coup, on a quand même découvert un environnement qui était quand même vachement kid-friendly, des gens qui étaient quand même vachement à l'écoute des émotions, une liberté autour de l'enfant qui peut être, comme on dit, wild, et puis c'est pas si grave. On accepte un peu plus, je trouve, l'enfant tel qu'il est, et ça, en France, et c'est
une des raisons pour lesquelles on savait que la France, ça serait aussi temporaire, c'est que ça a vraiment été difficile parce que nous, entre-temps, on a eu un enfant, entre-temps, on a pas mal lu, on a lu des choses qui résonnaient en nous. Enfin, moi, perso, j'avais aucune idée que j'allais, voilà, ce que c'était une éducation positive et bienveillante. Je pensais pas que c'était quelque chose dans lequel je me retrouverais. Et finalement, c'est devenu un peu une évidence. Et nous, c'est comme ça qu'on élève notre fils depuis qu'il est petit. Quand on était à Barcelone, c'était quelque chose d'assez évident parce que on vivait dans un environnement où les gens avaient un peu plus notre âge, étaient un peu plus vieux, avaient fait des études, avaient un peu plus cette sensibilité là aussi. Dans le système public des crèches, on est vraiment sur quelque chose de un peu plus à l'écoute des enfants, le maternage, la motricité libre, tout ce genre de trucs. Les pédiatres, le service de santé public sont aussi vachement là-dedans. Donc nous, on évolue naturellement entre ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on découvre dans la vie à Barcelone, nous, ce qu'on lit, ce qu'on a envie de faire et ce qui en fait s'impose un peu naturellement avec notre enfant. On évolue dans ça. Et puis là, on rentre en France et là, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est un peu on s'y attendait et c'est pour ça aussi que on se disait que la France, enfin pour mille autres raisons, mais qu'on savait que ça serait peut-être temporaire. C'est que là, on se rend compte que la France, elle est pas encore du tout dans cette approche-là et que voilà, un enfant, il doit pas trop faire de bruit, il doit pas trop faire de vagues, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas spécialement pensées pour les enfants dans les restaurants, dans les musées, voilà, et que du coup, quand on a une éducation comme ça, c'est pas facile en fait dans les magasins. La vie en société, c'est pas facile. Alors nous, on essaie quand même de faire attention à ce qu'on essaie de laisser libre notre enfant au maximum, mais évidemment dans la mesure à ce qu'il ne fasse pas de mal à quelqu'un ou ce qu'il ne fasse pas des dégâts. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même canalisé, mais c'est sûr que moi, je le laisse quand même assez libre quand il fait ses courses, il veut pousser son petit chariot et faire ses petits trucs tant que et le regard des gens le regard, les réflexions dans la vie sociale est pas toujours évident et même dans l'environnement, on voit que les gens sont pas encore prêts à ça, ils ont pas l'habitude de ça et du coup c'est pas évident. On a la chance d'avoir des parents qui sont quand même assez ouverts d'esprit, mais on voit quand même que c'est pas courant et que parfois ça étonne, voire que ça peut déranger et du coup nous on est des jeunes parents, enfin on n'est plus si jeunes mais en tout cas on est des jeunes parents et puis on est des jeunes parents aussi dans cette éducation qui pour nous est nouvelle, qu'on apprend aussi qu'on découvre. Et du coup, c'est dur de le faire dans cet environnement. Et nous, on a envie de s'épanouir dans un environnement qui est plus, qui est beaucoup plus kid-friendly, qui est beaucoup plus dans notre philosophie, parce qu'on n'a pas envie de le faire avec la pression du regard des autres, avec tout ça. On a envie d'abord de se découvrir, de prendre la confiance. Et voilà. Et puis pour notre enfant, on a envie aussi, c'est ce que je te disais, on a envie aussi qu'il puisse évoluer dans un autre environnement que le cadre rigide. La crèche en France, sur le papier, elle était vachement bien, mais dans la réalité, c'est un cadre qui est quand même assez rigide. Et nous, on n'a pas envie de ça, et c'est ce qui nous fait, voilà. T'as des exemples de situations où tu t'es dit, peut-être qu'on n'est pas au bon endroit ? Des trucs bêtes, à la pharmacie, la personne qui dit de façon autoritaire, qui parle à mon fils de façon autoritaire, qui lui dit non, tu fais pas ça, tu touches pas ça, ou à la crèche, des petites scènes où un jour mon fils il avait 1 an et demi ou un truc comme ça, il avait commencé depuis pas longtemps et on me dit qu'on l'a puni et je demande pardon, puni, comment ça? Et donc il a fallu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, punir un enfant d'1 an et demi, qu'est-ce qui s'était passé. Il était monté sur le muret, il y a un muret au milieu de la cour, oui c'est un enfant, forcément il avait envie de monter sur le muret, et donc du coup on lui a répété plusieurs fois qu'il fallait pas monter sur le muret, il voulait pas écouter, donc on l'a puni. Et là nous on s'est dit mais non, c'est pas possible. Bon, on en a discuté, on a dit notre sentiment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions, de
façon d'accepter leurs émotions, de réflexions qui sont pas conscientes, hein, mais qui sont très genrées, très voilà, et nous qui sont vraiment loin de ce que nous on essaie de mettre en place, et beaucoup de non, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas jouer sur ce matelas, tu peux pas voilà. Et nous nous c'est difficile parce que nous on essaie notre enfant de le laisser voilà, faire ses expériences dans la limite et que là on se rend compte qu'il est dans un cas très très rigide, et quand je vois la grande section où je les vois qui sont tous assis à leur table, et que s'il y en a qui a le malheur de se lever au moment de l'exercice de dessin, il se fait gronder, et puis non, il faut ça. Et là moi je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'aimerais vraiment autre chose pour mon enfant. En tout cas, à cet âge-là où ils sont aussi petits, et du coup, j'ai pas envie qu'ils rentrent à l'école à 3 ans dans un système comme ça. J'ai pas envie de ça. Et alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'aux États-Unis, puisque c'est là que la suite de votre aventure à l'étranger va vous amener dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'est-ce qui te fait dire que aux États-Unis ce sera différent? Alors clairement sur l'éducation en général, moi après je dis pas que j'embrasse tout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des choses sur plus tard, sur l'hypercompétitivité, sur le coût des études, sur des choses comme ça. Il y a des choses sur lesquelles je me retrouve pas forcément. Mais à un âge plus jeune comme ça, moi de l'expérience que j'ai pu avoir, et aussi quand j'ai travaillé du coup dans une crèche, c'est que c'est une approche vraiment différente, qui est beaucoup plus à l'écoute des enfants, et il y a l'enfant a beaucoup plus je trouve un rôle à jouer, un rôle d'enfant, et c'est pas juste voilà, un être en développement qui doit faire ce qu'on lui dit de faire, et il y a beaucoup plus aussi d'options alternatives de garde, et nous c'est ce qui nous a fait beaucoup réfléchir quand on a eu donc cette proposition là qui était complètement inattendue. On s'attendait pas du tout, on n'était pas parti sur ça, et ça a été un des points qui nous a fait vraiment réfléchir et donner envie d'y retourner. Donc le départ est voulu, ok, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Et puis on part où? On sait que Nelly est repartie aux États-Unis, mais en fait, elle est repartie exactement là où elle et Nathan, son mari, étaient 5 ans plus tôt. Nous, on était dans cette phase-là où on se disait va falloir préparer l'après, mais il y avait rien qui venait, il y avait rien qui avait du sens, on savait pas. On se disait ouais, les îles, on aimerait bien, mais il y avait rien qui nous rattachait. Donc on était un peu dans une phase où on savait pas trop quoi, quand, pourquoi. Et puis un jour, l'ancien boss de mon mari lui a envoyé un email et lui a fait une proposition de poste. Il lui a proposé d'être manager de son laboratoire. Donc un poste qui était quand même déjà vachement cool sur le projet. Nous, au début, on n'était pas du tout partis pour retourner aux États-Unis. Donc quand il a eu cette proposition, on était un peu sous le choc. En fait, on se pose plein de questions, et là, on se rend compte que c'est pas du tout pareil de partir à 2 que de partir en famille à 3, qui a quand même des problématiques qui s'étaient posées par le passé, qui se reposent toujours. La question du budget, est-ce que le budget ça va bien marcher? Il y a la question des crèches hors de prix qui se rajoute, le coût de la vie depuis le Covid, les loyers ils ont pris 30% à Durham, donc on se dit le salaire est plus... Ouais, partout aux États-Unis. Ouais, c'est dingue. Hein. Et on se dit le salaire il est meilleur, mais est-ce que ça va le faire? Puis on a un enfant, on veut pas faire ça non plus coûte que coûte. On veut que ça ait du sens. Puis il va falloir trouver une crèche, et là on se rend compte que c'est bien compliqué, que les bonnes crèches elles sont toutes prises, qu'elles sont toutes hors de prix. Il y a la précarité, on est toujours sur ce type de visa, et finalement après il y a des solutions qui se trouvent. Finalement le visa, on se dit ouais, mais à la fois c'est un poste pour 3-4 ans, et nous ça nous va bien, on n'a pas envie de vivre toute notre vie aux États-Unis, donc ce visa là il nous va bien, moi il me permet de bosser.
C'est l'essentiel. La crèche, non seulement on en trouve une, et en fait on trouve exactement ce dont on rêvait. Et finalement, en fait, ça s'aligne. En fait, ça s'aligne. Pour mon mari, c'est quand même une super opportunité de boulot. Bah, pour moi, c'est mon métier, les voyages aux États-Unis, donc d'être sur place, bah évidemment, ça a du sens. Et puis dans ma tête, à peine je réfléchis et à peine j'ai mis le projet, en fait, des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que je pouvais plus faire parce que j'étais plus sur place. Et là, j'ai plein de projets qui se mettent en place et je me dis mais oui, en fait, pour moi, c'est assez rapidement, je me dis en fait, c'est une évidence pour moi, oui. Et puis pour notre fils aussi, on a vraiment envie de ça, on a vraiment envie qu'il puisse découvrir notre culture, qu'il apprenne l'anglais et puis surtout qu'il évolue dans cet environnement plus kid friendly. Et donc du coup, on trouve cette crèche qui est un peu façon école dans la forêt où il va passer la plupart de son temps à jouer dehors, à explorer, à grimper, voilà. Et puis on se dit bah ouais, avec voilà une philosophie Waldorf, avec voilà tout un environnement avec lesquels voilà on se sent complètement aligné et du coup on se dit mais en fait ça a du sens pour nous. Alors après ça vient avec des compromis parce que cette super crèche eh bien elle est que 4 matins par semaine avec la possibilité de laisser, tu vois le truc, voilà, où c'est que le matin. Solidarité, c'était la même pour moi l'année dernière. Voilà, ouais. Et ben j'ai vu que c'était quelque chose de très courant. Et moi je me dis à ce moment-là, mais moi j'ai plein de projets super, mais du coup là je me retrouve avec une crèche qui fait que j'ai mon enfant une partie de la journée. Est-ce que ça c'est gérable? Donc il y a plein de doutes, en fait, c'est vraiment un compromis. Et en fait moi je me dis mais en fait moi j'en rêve pour lui de cet environnement-là, je rêve de ça. Je sais ce qu'il aime, je sais comment il connaît, il va être tellement heureux de faire ça et je me dis bah en fait c'est un compromis que moi j'ai envie de faire parce que c'est une super chance et puis on verra bien comment ça se passe. Et je me dis bah peut-être que la vie elle me montre aussi qu'il y a peut-être un autre chemin qu'une routine de boulot de 9h à 5h et que peut-être voilà qu'il y a des solutions que je pourrais trouver après pour m'aider, peut-être on fera venir quelqu'un. Je compte sur la sieste, donc si Oliver tu m'entends, il faut continuer à faire la sieste aux États-Unis longtemps. Mais je me dis que j'ai envie en fait de faire ce choix-là, que c'est un vrai choix et que j'ai envie de le faire. Puis je me dis il est jeune, il a 2 ans et quelques, c'est des années qui passent super vite, qui sont hyper rares et en fait j'ai envie d'en profiter avec lui à fond. Et en fait ça me va bien de me dire que je vais passer plus de temps avec lui. Et moi je suis tellement excitée en fait de lui faire découvrir tout ce que j'adorais là-bas, que je me dis bah c'est hyper cool aussi de me dire que je vais pouvoir l'amener au playground, qu'on va pouvoir aller faire du vélo sur le sentier que j'adore, qu'on va pouvoir aller se baigner à la rivière et d'avoir tous ces moments vraiment et voilà. Donc mais ouais, c'est pas évident. Puis la grosse problématique c'est l'environnement en fait, c'est la famille. C'est de dire à la famille qu'on repart. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que comment est-ce qu'ils réagissent en fait à cette annonce qui, je crois, au moment où on enregistre, est en cours finalement. T'as pas fini d'annoncer à tout le monde encore. Ouais, je viens juste de l'annoncer à ma grand-mère hier. C'était pas facile. Ouais, bah c'est dur parce que elle a compris, hein, elle a compris. Elle m'a dit que bah évidemment hein, que c'était notre avenir, que c'était important. Bah, évidemment après il y a la tristesse, hein, surtout quand on sait qu'on n'est pas éternel et que les années sont comptées. Et ça, je crois que c'est le plus dur aussi. C'est vrai qu'avec les grands-parents, il nous en reste plus beaucoup de se dire que bah voilà, ils sont pas éternels. Et ça, c'est une des choses qui est vraiment difficile. Et puis laisser les proches. En plus, bah nous, ils sont un peu passés par on part, on revient. Bah là, en fait, on repart. Notre fils, il est jeune, donc bah pour les grands-parents, c'est pas facile. On laisse des personnes qui sont seules et qui sont un peu isolées. Et donc ça, c'est vraiment le truc, vraiment le plus difficile et c'est vraiment on prend de culpabilité parce que du coup on se dit mais en fait on a l'impression de faire un choix égoïste et à la fois quand on réfléchit ben on sait que non, on sait que c'est important c'est un choix pour notre avenir et qu'on doit faire. Enfin, chacun est libre et doit faire ses choix pour sa vie professionnelle, pour son bonheur, pour son bien-être, et que personne va faire ses choix à notre place, et que nous on doit faire ses choix pour nous, pour notre fils. Mais à la fois, bah il y a toujours un peu cette culpabilité quand même
qui est très forte. Donc du coup, en fait, on est vraiment dans une phase de montagne russe émotionnelle, et c'est pas évident. Puis il y a aussi, ouais, donc il y a les proches qui sont contents et qui savent ce que ça représente pour nous et qui sont super contents, et ça rebooste. Il y a les proches à qui ça fait de la peine, et ça c'est dur, c'est normal, mais c'est très dur. Et puis au milieu, il y a les proches qui réagissent pas. Qui disent trop rien. Ouais, et ça nous arrivait plusieurs fois, et du coup, je sais pas. Et du coup, nous, comme on est vraiment dans une période un peu de doute, à se demander toujours si c'est le bon choix, si c'est, du coup, ça renforce un peu ce doute, et on se dit, mais du coup, s'ils réagissent pas, qu'ils sont si peu enthousiastes, c'est quoi? C'est qu'ils se disent que c'est un projet qui est pas, qui est pas pertinent, et on se rend compte aussi que pour beaucoup les États-Unis c'est les armes à feu, c'est les problèmes sociaux, c'est la société de consommation à l'excès, et que il y a des gens qui du coup ne connaissent pas ce que nous on y a trouvé, et ce que nous on va partir y retrouver, et dans quoi on se retrouve, et ça c'est pas évident. Il y a des personnes aussi qui sont pas du tout sensibles à ce côté environnement kid friendly, du coup gentle parenting, qui peuvent du coup pas comprendre aussi ce qui nous attire là-dedans. S'ils le recherchent pas, ils voient pas non plus forcément l'intérêt. Tout à fait. Voilà, et qui ont pas connu, et donc du coup ça c'est pas évident, ouais. Et alors justement, comme tu dis, donc il y a cet attrait en fait pour cette approche de l'éducation, de la parentalité, etc. qui vous intéresse beaucoup. Tu sais que le prix et l'hyper-compétitivité à mesure qu'on grandit dans les classes, c'est un truc qui vous attire un petit peu moins. Il y a un sujet qui tu l'as brièvement mentionné, mais qui prend de plus en plus de place, je crois, dans l'esprit des gens et dans les médias, etc. C'est les armes à feu aussi. Est-ce que justement c'est quelque chose qu'on t'a un peu renvoyé peut-être, ou est-ce que, j'imagine que vous aussi, en réfléchissant à l'avenir de votre fils, à l'éducation, etc., c'est des questions que vous avez dû vous poser? Ouais. Alors renvoyer non, et puis heureusement, parce que moi je suis assez sensible à ça, donc heureusement. Moi c'est quelque chose qui me touche assez, qui me fait assez flipper. Alors on en discute beaucoup avec mon mari, qui du coup lui c'est un scientifique, donc il est très pragmatique, il a les chiffres, et donc il m'explique que effectivement il y a beaucoup plus de chances qu'il arrive ça et ça, et que finalement si on regarde les chiffres, c'est pas une probabilité qui est énorme, mais bon, ça fait toujours réfléchir. Et disons que nous, dans l'optique qu'on a, où pour l'instant c'est un projet temporaire de quelques années, la problématique se pose pas vraiment pour nous, mais oui, ça reste quelque chose qui est quand même assez présent. Tu veux dire au sens où il va pas aller dans une école élémentaire, quoi. Ouais, dans le sens où pour l'instant il va rester dans une preschool, et puis après il sera dans une école, mais peut-être qu'on trouvera encore une petite structure. Il y a des petites écoles Montessori. Enfin voilà, je sais pas encore vers quoi on ira après cette preschool là, mais pour l'instant on se sent un peu moins concerné parce qu'il est tout petit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a à l'esprit, ouais, évidemment. On a enregistré cet épisode avec Nelly début avril 2023. À ce moment-là, vous l'avez compris, elle est en pleine annonce de leur nouveau projet d'expatriation aux États-Unis. Et donc, dans quelques mois, ils s'apprêtent, Nelly, Nathan, son mari, et Oliver, leur fils, à retraverser l'Atlantique. Avant de découvrir à quoi ressemble cette vie d'après, finalement, dans le deuxième épisode que vous retrouverez dans votre flux de podcast, voyons comment elle se projette. Ouais, le plan, je viens tout juste de recevoir, tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, d'aller récupérer mon passeport. Donc là, on va pouvoir déclencher les démarches de visa, avoir le sacro-saint rendez-vous à l'ambassade qui va nous permettre de prendre nos vols. Mais le plan c'est ça, ouais. Le plan c'est de partir fin juin, puisque normalement sur le papier, mon mari commence son boulot le 1er juillet. Donc on espère que les délais seront voilà. Donc là
on est dans une phase où, ouais, voilà, on est dans cette phase un peu, on finit cette phase vraiment anxiogène de doute, d'annonce, empreinte un peu de culpabilité. Et là, je pense qu'on va pouvoir aller vers quelque chose d'un peu plus fun. Bon, même si ça va être beaucoup de pression de faire les préparatifs. Cette fois, on part à 4, hein, parce que donc du coup, tous les deux, notre mari puis notre chat qu'on a ramené des États-Unis, puis qui repart. Donc voilà, donc c'est quand même une logistique qui est quand même pas la même que partir à 2. Mais je pense que voilà, maintenant que le poids est d'annoncer ça à tout le monde est sorti, je pense que là on va pouvoir en profiter vraiment. Ouais, se projeter plus, et là on commence voilà à avoir un peu plus l'excitation de voilà. Puis le plan c'est aussi d'en faire quelque chose de voilà, de bien profiter des derniers moments. On va prévoir une grande fête d'au revoir, et on va essayer d'en faire quelque chose de fun. En faire quelque chose de fun, eh bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vous propose dès maintenant de vous rendre dans l'épisode 2, dans lequel vous allez découvrir Nelly nous raconter son périple, ses premiers mois, en direct, par l'intermédiaire de messages WhatsApp et par un enregistrement qu'on a réalisé il y a quelques semaines. Merci infiniment de nous avoir écoutés, et si ça vous a plu, vous connaissez la chanson par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, je vous retrouve dans le 2e épisode, à tout de suite.